Bonjour à tous. Je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai menée un petit peu avant Noël dernier. Petit disclaimer, il ne faut pas forcément reproduire ce qui va être dans cette présentation. Au niveau du programme d'aujourd'hui, Julien a commencé à attaquer un peu le sujet des jetons. Mais on va parler du risque croissant sur les API et surtout sur l'exposition des jetons, une méthodologie pour trouver ces jetons de manière offensive. Je vais vous présenter les résultats, les découvertes avec quelques analyses de cas et aussi comment limiter la casse, quelques bonnes pratiques. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Swan. Je vais essayer de limiter les anglicismes. Je développe des logiciels de sécurité pour une startup qui s'appelle Escape. On fait aussi beaucoup d'open source. Vous connaissez peut-être GraphQL Armor. Et sinon, on s'est peut-être croisé sur le kernel Linux, sur des contributions BPF ou ce genre de choses. Je suis passé par l'école 42. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de 42 dans la salle, à Paris par contre. Pour un peu d'histoire, j'ai publié mon premier exploit il y a 10 ans, j'avais 16 ans, c'était sur Wireshark. De manière générale, j'aime bien tout ce qui touche au système informatique, essayer de les comprendre en profondeur, et c'est ce qu'on a fait dans cette présentation. Voilà, donc si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas, je suis très, très accessible pour parler des différents sujets. Également, on publie souvent des rapports. On essaie de publier 2 rapports de recherche par an dans notre startup sur des sujets spécialement liés à la Sécu et aux API. Par exemple, en 2023, on a publié un rapport sur 1500 API scannés en production, donc sur notre dataset, et les vecteurs d'attaque les plus communs, donc si ça vous intéresse. On l'a aussi fait pour les API REST. Si dans vos entreprises, vous utilisez des fournisseurs tiers, il se peut que vous retrouviez dans la base de données de ce rapport certains fournisseurs comme Stripe ou ce genre de choses. C'est des choses qui sont mises à jour régulièrement, et donc vous pouvez les retrouver là-dessus. Et pour le rapport lié à cette conf, vous pouvez le récupérer sur le QR code ici si vous souhaitez un truc un peu plus abstrait. Aujourd'hui, on va aller un peu plus dans la technique. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour la fin. On va attaquer par le début. Pourquoi une fuite de jetons, c'est extrêmement critique et pourquoi on s'est concentré sur les jetons d'API. Ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte dans lequel on évolue. La tech bouge très vite. Il y a quelques années, c'était le Web3, aujourd'hui c'est l'IA. Et ce qui se passe, c'est que les gens exposent de plus en plus de ressources sur Internet. Même votre boulanger va déployer un site ou une app mobile pour pouvoir retirer la commande, comme disait Julien juste avant. Et toutes ces applications, elles vont communiquer entre elles, avec des interfaces. Donc c'est un vecteur d'attaque extrêmement intéressant. Et pour les équipes aujourd'hui, c'est très difficile, elles manquent de moyens pour les sécuriser. Ici, c'est intéressant parce qu'on peut voir que ces fuites, elles touchent des entreprises de tout type. Ici, c'est 4 entreprises tech, OpenSea, Sumologic, Microsoft, etc. C'est 4 événements qui sont produits en 2023 et ils ont tous ce point commun d'avoir exploité une API et une fuite de jetons. Sans cette fuite, les API elles restent extrêmement sécurisées. Et c'est là où il va falloir rester concentré, parce qu'on va passer à la chaîne de valeur d'un logiciel. Ça, c'est le cycle développement classique d'un logiciel avec le point de vue sécurité. Comment on peut avoir autant de fuites de sécurité alors qu'il y a toutes ces étapes et tous ces outils qui permettent d'y remédier. Parce que chaque petite flèche que vous voyez, c'est un type de logiciel de sécurité différent. Peut-être que vous en connaissez d'ailleurs dans ce modèle. Pour le SAST, c'est les choses qui vont aider par exemple les devs durant le développement, comme Git Guardian, GitLeaks, etc. Le DAST, c'est ce qu'on fait nous chez Escape, ça va chercher à comprendre l'application lorsqu'elle est en train de fonctionner. Et un peu comme un pen tester, il y a le RASP, c'est un peu plus rare, mais peut-être que vous en connaissez, ça peut être un WAF, ça peut être une intégration dans le code. C'est tout ce qui va encapsuler et protéger vraiment l'application lorsqu'elle est en train de fonctionner. Et enfin, en bout de chaîne, il y a le CAST, donc Continuous Attack Surface Testing, qui va continuellement analyser l'application, mais de l'extérieur. Chercher à la monitorer et à enregistrer, si vous voulez, les mutations qui sont faites sur les ressources. Donc on a l'apparition d'un nouveau jeton, où on a un nouveau service qui a été déployé par une équipe de dev, peu importe où dans notre organisation. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. On va se concentrer spécifiquement donc, sur les secrets dans cette chaîne de valeur. Pour le SaaS, comme je vous disais, on peut avoir Git Guardian, GitLeak, SemGrep qui marche extrêmement bien, qui permet d'éviter
ces fuites et d'être alerté pendant le process de développement. Donc si vous pushez un token, par exemple, on va avoir des solutions de gateway ou de DAST qui permettent de bloquer de manière active les fuites de données. Mais pour ça, il faut savoir où vos données peuvent fuiter. Et il nous manquait quelque chose, c'était pour la partie front-end. En fait, c'est toutes les assets statiques. Et en vérité, ça nous paraissait extrêmement logique au départ. On ne voyait pas vraiment de raison de s'intéresser au front-end, parce que c'est une multitude de documents qu'on va héberger et laisser un peu en accès libre à la consommation. Et parce que héberger un front-end, ça revient à héberger un arbre en fait, de fichiers. Et c'est à cause de cette pensée un peu limitante qu'on a décidé de partir dans cette approche un peu novatrice. Et donc on va passer à la partie méthodo. Comment on fait pour détecter des jetons qui sont cachés dans des secrets? Alors il faut reprendre à la base, on connaît tous sûrement le HTML, le CSS et le JavaScript. Et cette nature, comment dire, aujourd'hui on est assez contraint par ces trois langages. On ne développe plus réellement des applications en utilisant ces langages. On va utiliser des frameworks pour être beaucoup plus productif, comme voilà, Angular, Vue, React. Ça va permettre de développer des applications qui sont extrêmement performantes, qui sont réactives, etc. Il y a une multitude d'avantages. Mais en soi, le navigateur, il ne connaît jamais ces frameworks. Et à la fin, c'est avec quoi il parle? C'est avec des fichiers voilà, JS, HTML. Et donc le framework, il va s'occuper de construire une application qui est extrêmement complexe, uniquement en créant des liens entre des modules et des dépendances. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à un moment donné, on va devoir convertir, on va devoir construire ce framework, on va le compiler. Et on va compiler ces petits modules, on va utiliser un bundler. C'est une action du coup qui va vraiment les fusionner et les rendre servables, comme sur la plupart des frameworks c'est le cas. Et on peut citer Webpack, qui est le plus connu. Donc voilà, évidemment, chercher des jetons dans la partie dynamique, c'est un peu plus compliqué que ce que ça pourrait penser. Ici, c'est un peu extrême. C'est une bot protection pour éviter de faire des actions malveillantes sur un site, mais c'est un exemple de code qui a été bundlé, qui a été minifié, qui a été obfusqué avec Webpack. C'est extrêmement cool, mais ça reste super indigeste à lire. Mais d'un point de vue sécurité, certes, c'est difficile de le rétro-ingénérer, c'est difficile à lire, mais concrètement, ça ne sert à rien. Ça reste de la sécurité par l'obscurité, et il ne faut surtout pas utiliser ça pour se protéger. Ce qui est louable, c'est au niveau des performances. Le fichier est plus dense, le navigateur va récupérer les fichiers plus petits, on peut espérer un gain de vitesse, mais autrement, ça n'a aucun bénéfice de sécurité. Par contre, nous, on a un problème, c'est qu'on veut automatiser cette recherche de jetons, parce qu'on ne va pas le faire à la main. Et donc, c'est un challenge. Comment on va faire pour interpréter ces fichiers obfusqués et trouver des jetons avec toute cette complexité. On va mettre la partie obfuscation de côté pour l'instant. Et on va aller un peu plus loin. On va diviser les types de jetons en deux catégories. Il y a vraiment deux grosses familles de jetons. Il y a ceux qui sont documentés. Ici, on va avoir les jetons Stripe, par exemple. C'est un très bon élève. Et il y en a qui ne sont pas du tout documentés. Mais pour ceux qui sont documentés, il n'y a rien de plus simple. On s'attend à un type extrêmement précis. Les jetons Stripe, vous pourriez tous les reconnaître en sachant, voilà, c'est une détection de pattern. Donc on peut utiliser des regex ou des séquences. Parmi les jetons qui étaient non documentés, c'est là où on a eu beaucoup plus de problèmes. Et pour vous la faire courte, on a décidé de complètement les éliminer du papier de recherche. Parce que ceux-là, ils n'étaient vraiment pas intéressants. Il y avait soit trop peu de privilèges, soit trop de faux positifs. Je vais vous prendre deux exemples que vous connaissez peut-être tous. C'est les URL AWS signées. En fait, elles sont restreintes à certains fichiers et surtout, elles ont une durée de vie spécifique. Et finalement, ça ne représente pas une attaque en soi. Et il y a les jetons Google Maps. Ça ne protège pas vraiment une ressource. Et en fin de compte, on pourrait uniquement augmenter la facture de quelqu'un qui utilise Google Maps. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue sécurité. Donc on va revenir sur tout ce qui est jetons propriétaires et il y a une solution, tout ce qui est jetons propriétaires ou non documentés, il y a une solution assez classique. Si on souhaite les matcher dans du code, c'est déterminer l'entropie de la clé. C'est ce qui est utilisé par GitGuardian ou ce genre d'outils d'analyse statique. Et essentiellement, c'est des jetons qui sont générés donc en haut niveau d'aléatoire, et ça permet de les identifier très facilement. Si on est dans une code base qui est correctement structurée, ce qui est
pas le cas du coup de nos fichiers JavaScript. Le bundler.js, que je l'ai remis ici, il introduit énormément d'aléatoires, donc c'est vraiment pas une solution viable. Et qui plus est, c'est peut-être pas vraiment légal de tester les jetons qu'on trouve, donc on l'a pas fait. On les a juste stripped out. Et on aurait pu du coup utiliser le fait de ne pas pouvoir les tester fait qu'on doit s'assurer qu'ils sont valides. On doit récupérer encore plus de contexte. Ça ne suffit pas d'identifier des chaînes dans le code. Il faut comprendre comment elles sont utilisées. Et trouver une méthode pour garder uniquement les vrais positifs. Pour ça, on a décidé d'utiliser un arbre syntaxique. Donc, s'il y a des gens de 42, du coup, vous connaissez un peu les AST. Là-dessus, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est vraiment être capable de fournir plus de contexte. Une fois qu'on a chargé la structure, on comprend comment les variables et les fonctions s'orchestrent ensemble. Ça nous permet de détecter les séquences de tokens propriétaires qu'on cherchait à matcher jusqu'ici et tous ces patterns. On peut comprendre aussi comment les appels aux API sont réalisés et éventuellement comment sont réinjectés les tokens entre eux, ce genre de choses pour faire des séquences aussi de matching. Voilà, donc on a utilisé Tricitter pour ça. Et alors, une fois qu'on avait tout notre code métier, là, ça devient intéressant si vous voulez un peu les dessous de la recherche. Il fallait faire fonctionner tous ces composants ensemble. Donc voilà, c'est un schéma très simplifié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réalisé ça sur 3 jours. On avait uniquement 3 jours pour ce proof of concept. On a utilisé des technos qu'on connaît par cœur, que du Go et du Kubernetes. On a fait une approche assez infra et surtout très scalable, parce qu'on avait, je rappelle, 1 million de domaines à faire tourner. Donc on a développé au milieu un spider web qui se balade de lien en lien sur les sites dans le but de les explorer et du coup d'analyser tous ces fichiers JavaScript, la partie AST, d'en sortir des jetons potentiels. Et ces jetons, en dessous, ils sont revalidés. Ça, c'est un service sur lequel on a investi beaucoup en termes de R&D. Il connaît énormément d'empreintes, mais on l'utilise principalement pour des API, donc de la donnée structurée. C'est là où c'était compliqué. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en sortie de notre topic de résultat, on a un auto-alerting. En fait, on n'a non plus pas le droit de stocker ce qui transite, parce que c'est des tokens qui sont propriétaires. Donc on avait décidé d'anonymiser toute la donnée et d'alerter les gens directement, ça on va revenir. C'est intéressant, la partie alerting. Et en tout, on aura dépensé 100 $ et on sera monté jusqu'à 150 pods concurrents. Donc c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé au départ. Donc on avait 1 million de noms de domaines. Après filtrage, tout ce qui est sensible gouvernement, santé, il nous en restait 956 000. On a scanné environ 4 domaines par seconde, ce qui représente 70 heures. On avait estimé 10 fois plus. Et on est tombé sur à peu près, à la fin, 190 millions de requêtes réussies. C'est voilà, quelques petites statistiques, tout ça pour 100 $. Et concrètement, on va voir comment on a trouvé beaucoup d'argent. Alors au total, on a identifié presque 18 500 jetons. 50% de ces jetons, c'était du déploiement d'applications. C'était beaucoup de reliquats finalement, suite aux divers déploiements que vous pouvez faire. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est à droite, vous verrez qu'il y a 26% de clés privées, et ça, c'est très important. Et on voit aussi certaines tendances qu'on voulait prouver avec, en bas, des tokens qui sont spécifiques à du coup, l'arrivée de l'IA dans le marché de la tech. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tiers de ces trouvailles aurait été critique pour un business, et la liste des domaines, c'est les 1 million premiers noms de domaines en termes de popularité. Donc le premier cas, c'est les clés privées, comme on l'a abordé. On a surtout retrouvé des clés RSA, privées bien sûr. Donc c'est assez simple d'identifier une clé RSA, j'imagine que vous sauriez en reconnaître une. Qu'est-ce que ça peut faire une clé RSA? Ça peut potentiellement donner accès à un serveur, à des autorisations. Souvent c'est utilisé pour déployer du code. Et honnêtement, quand on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de clés RSA, c'était encore très obscur, mais je vais vous parler d'une tendance juste après qui est intéressante. Mais la question à ce moment-là qu'on peut se poser, c'est comment on peut avoir une clé RSA qui se retrouve dans un asset JavaScript exposé à la vue de tout le monde. Accessoirement, on s'est amusé à faire un petit classement par pays. C'est pas une compétition, mais du coup, bravo pour le Brésil. On retrouve 6% du total de fuites exposées. Et puis notre meilleur candidat, ou notre pire candidat en Europe, ce sera les Pays-Bas avec presque 6% aussi.
il y a aussi une surreprésentation de certains secteurs. Il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus exposés. On va retrouver du coup une forte présence des médias, du Web3 et des jeux vidéo. C'est intéressant, on peut avoir beaucoup de théories là-dessus, mais lorsqu'on trouve un jeton sur un domaine, ce qu'on a observé, c'est aussi qu'on trouve de manière générale quelque chose d'autre juste après. On est allé même jusqu'à 28 jetons de familles de jetons différentes sur un même site. Et ce qu'on peut conclure de ça, c'est que lorsqu'une entreprise est très peu rigoureuse sur la sécurité, elle est vraiment très très peu rigoureuse. Ou alors elle n'a pas le bon état d'esprit, ça peut être dû à plein de choses. Tout le monde n'a pas forcément d'équipe sécurité, tout le monde n'a pas forcément le budget pour la sécurité. Non, dans la partie gaming et tech, ça peut aussi être dû à une vélocité trop importante, un manque de connaissances. On va voir plus ça dans la partie remédiation. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'arriver à quantifier notre impact. Et je vous ai parlé de Stripe tout à l'heure et de l'alerting. Nous, on a dû analyser les tokens Stripe qu'on a réussi à identifier. Chaque propriétaire de jetons Stripe a eu la chance de recevoir un petit mail qui lui expliquait la situation, comme quoi sa clé privée Stripe était disponible sur Internet. On l'a dit, on ne peut pas réaliser des opérations avec leurs jetons. Donc c'est une estimation de combien on a trouvé, mais ils ont été plutôt collaboratifs en général. En fait, au départ, on ne prévoyait pas que ça se passerait comme ça. Et ils ont tous communiqué sur la somme, ils ont accepté de communiquer sur la somme qui était disponible sur leurs jetons. Et en tout, cumulé, on est arrivé à un peu plus de 20 millions de dollars disponibles sur des jetons, 17 millions sur un jeton unique. Il y a beaucoup de Shopify aussi, enfin voilà, pour les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus parlant de dire qu'il y a 20 millions sur Internet, qu'on les a trouvés en 3 jours et avec 100 dollars, pour quantifier l'impact sur un business, que de dire que tout leur code source il est accessible dans des assets JavaScript, ou que leur serveur il est, c'est pareil, tout à fait accessible. Ça représente 0,9% du total de tokens qu'on a inséré dans le rapport. Mais globalement, c'est suffisant pour vivre un bon moment, je pense. Et donc ce cas intéressant, si on revient sur Webpack, de comment autant de fichiers d'environnement et de clés RSA, etc., se retrouvent fuitent finalement et se retrouvent sur Internet, c'est vraiment de s'intéresser aux pratiques de développement. Comme on a vu, Webpack va lier les modules ensemble, sauf que par défaut, il va vraiment lier tout ce qui est présent dans le repository. La plupart des frameworks aujourd'hui l'empêchent, mais pendant un moment c'était le cas, et certaines applications web, on va même aller jusqu'à retrouver, et c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, des fichiers de CI dans le JavaScript. Donc bon, c'est un peu bizarre. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve du coup la moitié de jetons de déploiement. Cette tendance, elle s'appelle le JavaScript single build. Donc bon, évidemment, c'est une très mauvaise pratique, mais c'est surtout que c'est un très mauvais usage de Webpack, qui est un très bon logiciel au final. C'est extrêmement critique, hein, parce que exposer l'environnement, du coup, c'est exposer tout le cœur de l'entreprise. Là, c'est plus intéressant, on va passer plutôt à la partie software, archi. Comment on peut éviter ça? Bon, ça, c'est un très bon exemple. Déjà, on évite de stocker en clair les secrets dans notre code. Ça, c'est un composant React. Voilà, l'API est appelée directement, le code n'est pas offusqué, il y a la clé en clair. On peut voir un appel très direct. Donc forcément, ce jeton, à un moment donné, il va être ship dans une application. Le code va être envoyé à un client qui va vouloir appeler l'application, et il va avoir accès à ce token, en fait. Il y a des gens qui utilisent consciemment ce genre de pattern pour aller plus vite. Et on fait face à un développeur, visiblement, ici, qui manque soit d'outils, soit de connaissances sur le problème. Et c'est là où il faut accompagner aussi vos développeurs. Une bonne pratique de manière générale, ça peut paraître obvious pour certains, mais c'est de créer un intermédiaire, appelé une API ou une interface, qui permet de gérer cet accès à ces jetons. Le code n'est pas accessible à l'utilisateur, parce qu'on le rappelle, si le code se retrouve sur la machine du client, il va l'exécuter et il est capable de le reverse engineer comme il veut. Tout code qui n'est distribué, globalement, ne vous appartient plus, et surtout est très facilement réversible. S'il y a des gens qui travaillent en sécu ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une approche scalable. Vous en rendez peut-être compte dans votre travail de tous les jours.
mais votre capacité diminue plus vite que, enfin, n'augmente pas assez vite. Il y a beaucoup de blind spots, comme on peut le voir sur le chart, parce que vous êtes concentré sur autre chose. Vous êtes concentré sur répondre immédiatement pour traiter le risque, éduquer les développeurs ou les chasser, comme vous voulez, enfin répondre à diverses alertes et faire aussi de l'analyse un peu plus manuelle. Et il y a finalement assez peu de temps pour faire de la stratégie et puis pour essayer de réduire ce risque. Parce que ce risque, voilà, il augmente un peu plus vite, surtout dans les entreprises en forte croissance, qui innovent beaucoup, qui ont besoin d'avancer très vite, ou dans les startups, ce genre de choses. Ou dans les grandes boîtes, c'est aussi quand il y a des fusions. C'est assez fréquent. Bon, par exemple, donc ça c'est plus la partie marketing, mais c'est ce qu'on fait dans ma boîte. Je vous passe un peu le speech, mais c'est important d'avoir des logiciels qui sont capables de détecter toute votre surface d'attaque, de la référencer, comme je vous disais, voir les mutations de ressources au départ, et de sécuriser vos API de manière automatisée. Ce qui est novateur, du coup, nous, avec notre approche, c'est que toutes nos recherches elles sont basées de manière totalement externe, et tous nos logiciels aussi. On n'a pas besoin d'installer d'agents, on n'a pas besoin de dupliquer de trafic. C'est souvent un point bloquant pour l'intégration. Finalement, si on passe la partie inventaire externe qui va juste agréger de la donnée, à partir d'un domaine, en principe, vous devriez être capable de sécuriser vos API. Nous, on a aussi développé un scanner qui va analyser les API, qui va générer du trafic légitime, qui va essayer de les comprendre en profondeur avant de tester chaque vulnérabilité, sans jamais avoir besoin d'intégrer. Et ça, c'est important, c'est vraiment arriver à avoir des logiciels qui répliquent l'esprit que pourra avoir un pentester. Parce que si quelqu'un n'audite pas vos logiciels de manière régulière, c'est impossible de penser que vous êtes sécurisé et puis d'avancer avec confiance. Donc si on a des gens qui sont uniquement développeurs et qui sont responsables de jetons, je vous recommande d'utiliser des Type ID. C'est un identifiant avec un préfixe qui permet d'identifier la nature d'un jeton. Donc on a toujours Stripe à côté. Vous pouvez retrouver sur GitHub, c'est public. On a des jetons qui sont... En fait, chez Stripe, on a des jetons qui sont beaucoup plus critiques, certains que d'autres. Et on va par exemple avoir... Bon, les file ID, on les aurait ignorés tout simplement, mais les clés privées, c'est extrêmement important. Donc on va, en fonction du type de token, on va avoir des actions qui vont être différentes. Donc vous avez des implémentations de Type ID dans plein de langages. Moi ici, c'est en Go. Mais un autre avantage d'utiliser ce genre de type, c'est pas forcément quand il y a un problème, c'est aussi de pouvoir les détecter uniquement avec de l'analyse statique, avec vos propres scripts. J'ai une anecdote, par exemple, à 42, pour ceux qui sont à 42. Il y avait un problème parce qu'on a le projet final, on doit utiliser un token OAuth, enfin une clé privée, pour communiquer avec l'API de l'école. Le problème, c'est que les gens, ils publiaient leurs tokens sur GitHub, et personne n'était responsable de ça, en fait. Et c'est juste les gens de 42 s'amusaient à récupérer ces tokens et faire n'importe quoi sur le compte des gens. Ce que l'école a fait à un moment, c'est dire, OK, bon, tous les tokens qu'on va trouver, parce que nos tokens, ils sont documentés, ils sont préfixés, on est capable de les retrouver sur GitHub, et on est capable de savoir que ce sont nos tokens. Puis en plus, on est l'autorité d'émission, donc on sait que le token, il est valide. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un scrapper GitHub et ils ont dit, OK, bon, maintenant tous les tokens qu'on trouve, on va directement mettre un travail d'intérêt général à ceux qui ne respectent pas la règle. Et puis c'est bien, c'est une bonne manière d'éduquer sur les pratiques de fuite de données. Au moins les gens ont commencé à faire attention à ce qu'ils publiaient sur leur GitHub. Donc voilà, utiliser des Type ID, ça vous permettra de les détecter. Et accessoirement, vous pouvez utiliser des coffres forts. Donc on va avoir Vault, on va avoir AWS Secret Manager si vous êtes plus sur la partie infra DevOps. Ça permet de gérer ce stockage, ces permissions, dire ok, bon, je veux que mon token il soit extrêmement limité, ou accessoirement du contrôle d'accès. Si vous voulez de manière dynamique changer l'accès à vos ressources, ça peut être intéressant. Il y a un autre avantage à ça, c'est qu'on peut faire des interfaces qui communiquent d'une machine à une autre machine to machine, sans l'intervention d'un intermédiaire humain. Ça permet aussi de garder un inventaire. Donc, comme je disais, 42, ils ont pu savoir quel token était encore valide, qui ne l'était pas, et des remédiations plus rapides. Si tout votre, je sais pas, par exemple, tous vos tokens Stripe se retrouvent sur Internet, vous pouvez directement tous les invalider depuis vos secret managers. C'est très intéressant.
Toujours dans cette optique d'automatisation, on va pouvoir faire des rotations du coup automatisées, on va pouvoir donner une durée de validité à certains secrets, et puis du coup les faire expirer automatiquement. Vous connaissez peut-être avec les JWT, c'est un bon exemple, même si ça ne devrait pas être un secret. On peut, avec ce genre de logiciel, avec Vault Key Rotation et Vault Dynamic Secret, on peut générer des secrets à la demande, du coup, comme je vous disais, pour des utilisateurs très précis, avec des permissions. Et puis, ça permet de faire du zéro trust. Donc si ça, c'est un terme un peu nouveau pour vous, je vous recommande et que la sécurité, c'est un problème, je vous recommande de vous documenter là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pourrez pas forcément empêcher la fuite de données. Il va falloir trouver un moyen de limiter l'impact en cas de fuite. Et voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez discuter de divers sujets. Également, si vous êtes passionné de sécu, on recherche toujours des gens qui le sont pour travailler avec nous.